Le ministre britannique des Affaires étrangères exhorte Israël à ouvrir l'un de ses ports pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Selon l'ONU, un quart des Gazaouis meurent de faim. Les États-Unis vont envoyer environ 300 millions de dollars d'armes à l'Ukraine. L'Assemblée nationale française a, elle, voté en faveur de l'accord de sécurité franco-ukrainien. L'ancien bras droit d'Alexeï Navalny, attaqué en Lituanie, Leonid Volkov a fait l'objet d'une agression au marteau à quelques jours de la présidentielle russe. Un citoyen lituanien est mort dans une prison au Bélarus. L'ambassadrice de Lituanie exige des explications. Le Parlement européen adopte de nouvelles mesures pour décarboner les bâtiments et réduire la facture énergétique. Au moins 10 Gazaouis, dont 3 enfants et une femme, ont été tués mardi soir dans une nouvelle frappe aérienne israélienne sur la ville de Deir al-Balah dans la bande de Gaza. Alors que les raids se poursuivent, Benyamin Netanyahou a déclaré qu'il veillerait à ce que Gaza ne constitue plus jamais une menace pour Israël. Le Premier ministre israélien s'est engagé à étendre l'offensive à Rafah, ville du sud de l'enclave, où la moitié de la population de Gaza a cherché refuge, et à poursuivre les combats jusqu'à ce que le Hamas soit démantelé. La communauté internationale tente de structurer l'acheminement de l'aide humanitaire. Un quart de la population de Gaza meurt de faim selon les Nations Unies. Le programme alimentaire mondial affirme que de la nourriture pour 25 000 personnes a été acheminée lors de la première livraison réussie dans le nord de Gaza depuis le 20 février. Le Maroc a quant à lui envoyé 40 tonnes de fournitures dans le cadre de sa dernière tentative de diversification des itinéraires de secours vers l'enclave assiégée. Mais le compte n'y est pas, le nombre de camions d'aide qui entrent quotidiennement à Gaza est bien inférieur aux 500 qui arrivaient avant la guerre. Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron a exhorté les autorités israéliennes à ouvrir l'un de ses ports pour permettre à l'aide arrivant par voie maritime d'acheminer vers Gaza. Aux États-Unis, le match retour se précise entre Joe Biden et Donald Trump pour la présidentielle du 5 novembre. Mardi, les deux candidats ont franchi une étape décisive en remportant chacun le nombre de délégués nécessaires pour leur investiture. Ce nouveau duel au sommet s'annonce déjà des plus rudes, avec deux candidats que tout oppose. À 81 ans, Joe Biden sera le président le plus âgé de l'histoire à se représenter, tandis que Donald Trump, 77 ans, risque des décennies de prison en tant qu'accusé dans 4 affaires pénales en cours. Le Pentagone va envoyer environ 300 millions de dollars d'armes à l'Ukraine après avoir réalisé quelques économies dans ses contrats. Il s'agit de la première aide américaine annoncée depuis le mois de décembre, même si l'état-major américain reconnaît être à court de ressources. This package is the 55th tranche of assistance and is valued at up to $300 million and includes capabilities to support Ukraine's immediate air defense, artillery and anti-tank requirements. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Assemblée nationale a voté en faveur de l'accord de sécurité franco-ukrainien signé le mois dernier par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. L'accord, qui doit durer 10 ans, comprend une assistance visant à restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine et apporter le soutien de Paris à l'intégration de Kiev à l'Union européenne et à l'OTAN. En Ukraine, des attaques russes ont fait au moins 3 morts et 38 blessés, dont des enfants à Kryvyi Rih, la ville natale du président ukrainien. Plusieurs immeubles d'habitation et un supermarché ont été détruits par les missiles. Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky a promis que toutes les destructions et les morts sur le sol ukrainien commis par Moscou seront punies. Côté russe, la télévision d'État RURTR a diffusé des images de l'attaque de drones sur Belgorod imputée à l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a également déclaré avoir repoussé plusieurs attaques de soldats ukrainiens et combattants russes pro-ukrainiens à Koursk, près de la frontière russo-ukrainienne. Un proche d'Alexeï Navalny, attaqué en Lituanie, l'ancien bras droit de l'opposant russe mort en détention, a fait l'objet d'une agression au marteau mardi soir. Leonid Volkov se trouvait à l'extérieur de son domicile de Vilnius dans sa voiture lorsque des hommes ont brisé une vitre pour l'asperger de gaz lacrymogène et le rouer de coups de marteau. L'homme présente une fracture au bras, des plaies et des ecchymoses. Il a été transporté à l'hôpital avant de pouvoir regagner son domicile au cours de la nuit. Cette attaque intervient près d'1 mois après la mort d'Alexeï Navalny dans une colonie pénitentiaire isolée de l'Arctique où le principal opposant de Vladimir Poutine purgeait une peine de 19 ans de prison pour extrémisme.
Peu de temps avant sa mort, Alexeï Navalny avait appelé les électeurs russes à se mobiliser ce dimanche 17 mars, au dernier jour de la présidentielle, pour dénoncer les agissements du Kremlin. Une campagne largement relayée ces dernières semaines par son entourage. Un citoyen lituanien est mort dans une prison au Bélarus. Il avait été arrêté au mois de décembre dernier à la frontière avec la Lituanie. Les autorités lituaniennes n'ont appris son décès qu'après avoir tenté de le contacter à plusieurs reprises. Buvo daug kartų prašyta, kreiptasi dėl susitikimo, kadangi jo negavom, parašėm dar vieną notą. Ir kaip atsakymą į šitą notą gavom skambutį iš Baltarusijos institucijų, kad susitikimo organizuoti nepavyks, kadangi Lietuvos pilietis yra miręs. À la fois surpris et indignés par la mort de leurs ressortissants, les autorités lituaniennes demandent désormais des explications à leurs homologues bélarusses. Šiandien gavom notą iš Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos, kurioje yra patvirtinamas Lietuvos piliečio mirties faktas ir data. Tačiau kol kas daugiau jokios kitos informacijos nesam gavę, todėl yra dar kartą paprašyta pateikti visą informaciją apie šito įvykio aplinkybės. Kokios priežastys yra mirties, kodėl taip įvyko, ar jam buvo suteikta medicinė pagalba, kodėl taip ilgai nebuvo leista susitikti konsului su Lietuvos piliečiu. Selon l'ambassadrice de Lituanie, de nombreux citoyens lituaniens sont détenus au Bélarus. Les autorités sont informées par des proches qui perdent leurs traces à leur entrée dans le pays. À l'approche des élections présidentielles en Russie, Moscou a décidé d'ouvrir plusieurs bureaux de vote dans la région séparatiste moldave de Transnistrie. La décision a suscité la colère des autorités moldaves qui ce mardi ont convoqué l'ambassadeur de Russie. Statul Republica Moldova acționează acolo unde poate să controleze mediul și corespunzător nu vom admite să fie încălcări pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. În rest, așa cum am spus, nota de protest a fost înaintată ambasadorului Vasnetsov și, încă o dată, repet, toată lumea trebuie să respecte statul Republica Moldova și, prin aceasta, cetățenii Republicii Moldova. L'ambassadeur russe affirme que cette décision a été prise à la demande de la Transnistrie. Огромное количество обращений поступило в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в Министерство иностранных дел Российской Федерации, в посольство тоже, с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление. Le 17 mars, principal jour du scrutin, 6 bureaux de vote ouvriront en Transnistrie pour les 200 000 citoyens russes qui résident dans cette région. Le désaccord entre Moscou et Chisinau porte sur le nombre de ces bureaux de vote. La Moldavie n'en souhaitait qu'un à l'intérieur de la mission diplomatique russe. Cet incident intervient dans un contexte tendu entre les deux pays. Il y a quelques jours, les autorités de Transnistrie ont demandé la protection de la Russie face à la Moldavie. Doubler le taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments et créer de nouveaux emplois dans le secteur. C'est l'objectif de la nouvelle législation adoptée mardi par le Parlement européen. Les eurodéputés ont validé la refonte du texte sur la performance énergétique des bâtiments, la dernière et la plus controversée des trois réformes dans le secteur de l'énergie. La loi doit jouer un rôle central pour permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. We can't do that tomorrow, we do it in bite-sized chunks. So over time, we will gradually improve the energy performance of buildings. And this is a huge benefit to people living in them. It will mean healthier buildings and lower heating bills. And I also say that particularly with the price spike caused by Putin's war in Ukraine, if we insulate homes, we isolate Putin. La proposition initiale de la Commission européenne ainsi que la première position ambitieuse du Parlement européen avaient provoqué le mécontentement de nombreux députés, en particulier au sein de la délégation allemande du Parti populaire européen.
Elle prévoyait l'obligation de rénover et d'améliorer l'efficacité énergétique des biens immobiliers résidentiels. Cette annonce avait fait craindre un fardeau pour les propriétaires avec des coûts élevés, voire inabordables. Cette disposition n'est plus à l'ordre du jour, mais certains eurodéputés chrétiens démocrates allemands ne sont toujours pas convaincus. Und es gibt auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, detaillierteste Vorgaben für Fahrradstellplätze und für die Vorverkabelung für Ladesäulen und dergleichen. Und ich unterstütze das Ziel. Ich finde es gut, dass wir in dem Gebäudesektor wirklich auch was machen. Aber der Weg, der jetzt wieder beschrieben ist, dass wir wieder in diese kleinen Mikrodetailregelung hineingehen, den halte ich für falsch. Les bâtiments représentent environ 40% de la consommation énergétique et 36% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Toutes les nouvelles constructions devront être à zéro émission à partir de 2030, selon la nouvelle réglementation. La fusée japonaise Keros a explosé ce mercredi pendant son premier décollage sur la base de lancement de Ki, dans l'ouest du Japon. Le gouverneur de la préfecture de Wakayama a déclaré qu'un problème avait déclenché le dispositif pyrotechnique embarqué, chargé de détruire le lanceur, sans donner plus de précision. La société japonaise Space One développait cette fusée de 18 mètres de long dans le but de transporter un satellite gouvernemental expérimental qui remplacerait d'autres satellites déjà en orbite en cas de panne.